Bienvenue dans ce live, bien sûr, en direct, hein, avec Yang, spécialiste de la Chine, bien évidemment. Je vais vous laisser vous présenter, Yang, et puis ensuite on échangera pendant une petite heure hein, dans ce live. Je pense que Oui, c'est un bon compromis. très bien. Je m'appelle Yang. Je suis professeure de chinois, d'Easy Chinois. Voilà, Easy Chinois, c'est une école de langue chinoise et on propose des cours personnalisés à différents niveaux des élèves. Ben, en fait, on est une équipe qui est passionnée dans l'enseignement de la langue chinoise et aussi passionnée de la culture chinoise. Donc, on aimerait bien transmettre toutes nos connaissances et aussi côté culturel, de partager beaucoup de choses que on ne connaît pas forcément en France, à l'étranger. Hein. Je pense que c'est aussi le rôle de Jean-Charles aujourd'hui. C'est qu'on a vraiment, on est passionné de la culture chinoise et puis on aimerait bien la faire connaître par plus de monde. Voilà. Donc, voilà. Superbe, merci pour cette belle introduction, Yang, c'est superbe. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, hein. On est bien sûr en direct sur TikTok pour vous parler des différences culturelles entre la France et la Chine. Je vais présenter brièvement. Donc Jean-Charles Letellier, donc fondateur de la société Vinifield, hein, donc qui aide les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs à, je dirais, à performer sur les marchés asiatiques, mais en particulier la Chine. Et puis j'ai aussi une autre activité pour en tant que directeur commercial export pour une société qui a Cognac et qui exporte des produits pour, je dirais, toute l'Asie. Hein. Il n'y a pas que la Chine, bien sûr, mais c'est l'un des plus gros marchés. On le fait depuis un petit moment. Alors, merci déjà d'être aussi présent. Je vous invite vraiment à commenter hein, quand vous avez des questions. On va commencer dès maintenant. L'un des premiers thèmes de ce soir qu'on avait envie de vous parler un peu. L'idée, c'est qu'il y ait un échange, hein, que vous puissiez nous poser des questions si vous le souhaitez. Le premier thème, c'était comment on exprime son opinion, pardon, en France et en Chine. Quelles sont les différences entre quand on est en France, on est français, hein, et quand on est en Chine, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on avance les choses. Je peux commencer rapidement et puis après on aura un dialogue ensemble et si vous avez des exemples, bien sûr qu'on pourra en discuter. Alors, exprimer son opinion, je dirais, pour un Français, on va parler de la France, c'est souvent perçu comme on veut annoncer une vérité, hein, de manière assez précise et concise. Donc en réalité, on estime que l'efficacité va primer quand on veut annoncer notre opinion en France. D'ailleurs, on aime bien depuis l'école primaire hein, jusqu'au collège, lycée, et puis après exprimer son opinion, avoir des débats. En Chine, c'est un peu plus nuancé, c'est-à-dire que la complexité dans les échanges est une vertu. Et ça peut arriver effectivement que les opinions sont rarement exprimées de façon assez linéaire, peut-être moins directe dans certains cas, parce que ça prend en compte pas mal de facteurs. Mais cette complexité, elle est à nuancer, bien évidemment. Il y a des Chinois qui vont être très directs, peut-être dans certaines régions de la Chine, hein, notamment, et d'autres qui vont essayer de vous faire passer des messages, je dirais, tout à fait subtilement. Il va falloir comprendre entre les lignes ce qui va se passer. Voici alors, moi ce que je pense pour réussir effectivement avec les Chinois dans les affaires, c'est que il faut vraiment comprendre cette complexité. Et bon, il faut être patient, bien évidemment, mais pas seulement. Il faut vraiment ne pas juger cette complexité ou ce côté indirect comme une faiblesse ou un manque de clarté. Au contraire, il faut prendre le temps d'échanger avec ses interlocuteurs et être le plus précis, le plus direct possible quand on le peut pour s'adapter justement au contexte chinois. Donc c'est un peu ce que je retiens de mes différentes expériences en Chine. Et j'imagine que Yang, vous avez aussi des exemples peut-être intéressants entre la France et la Chine, qui peuvent être choquants d'ailleurs, hein, pour un Chinois qui vit en France, Oui. ça peut être un peu déstabilisant, je dirais. En, ouais, en effet, je trouve que c'est vrai que les Européens, les Français, je trouve qu'on est plutôt direct. On dit ce qu'on pense, on n'essaye pas de contourner des choses. Mais les Chinois, je dirais plutôt, c'est pas tout à fait l'inverse, mais on essaye de ne pas brusquer la relation. On essaye de ne pas faire perdre la face
à la personne. Donc forcément, des fois, on dit pas forcément ce qu'on pense. Peut-être on n'apprécie pas forcément quelque chose, mais on ne dit pas. C'est pour ne pas blesser la personne en face. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très différent. Euh, c'est quelque chose, depuis que je vis en France, c'est vrai que bah, je dirais qu'aujourd'hui, je suis entre les deux. Bah, c'est vrai que quand je suis en contact avec des amis chinois, la famille chinoise, donc c'est une autre façon. Et quand c'est vis-à-vis des amis, des élèves français, bah, c'est vrai que bah, en fait, il faut s'adapter un petit peu à local, je dirais. Voilà. C'est vrai, c'est très intéressant et moi j'ai remarqué dans les échanges avec certains Chinois venant de différentes provinces de Chine Mhm. que les gens du Nord ont plus tendance, alors il faut pas généraliser, mais ont plus tendance à être un peu plus directs que les gens du Sud de la Chine. C'est ce que j'ai plus observé, mais encore une fois, il ne faut pas généraliser. La Chine est grande. Mhm. Il y a beaucoup de différences entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, bien évidemment. Mais par exemple, vous prenez l'exemple des Pékinois, ou même du Dombé, cette région qui est très au nord de la Chine, où les gens finalement ont un franc-parler, vont vous dire les choses tout à fait clairement, pour vous faire comprendre, et c'est aussi une bonne chose. Tandis qu'au Sud, on va peut-être plus nuancer les propos. L'idée, c'est de ne pas frustrer l'autre aussi. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, un concept clé, c'est la face. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la face? C'est intéressant pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que ça veut dire, la face? Ben, en chinois, c'est mianzi, hein, la face, c'est mianzi, hein. Mian, c'est la face. Ben, en fait, c'est que euh, les Chinois aiment, enfin, quand même, ils préfèrent garder cette fierté de ne pas être critiqués devant tout le monde. C'est un petit peu différent que les Français, je dirais. Ben, c'est sûr que si on se fait critiquer dans une société, tant devant les collègues, ou on se fait critiquer dans une classe devant les autres élèves, ben c'est sûr qu'on aura beaucoup de honte, je dirais. Et Mhm. donc c'est pour ça, en fait, il y a aussi le côté, on est indirect. S'il y a des choses, on est censé de dire, par exemple, le patron, il est censé dire quelque chose à son employé. Ben, dans Mhm. ce cas-là, il va plutôt lui dire discrètement, en tête à Mhm. tête, au lieu de annoncer quelque chose, de lui faire perdre la face devant tout le monde. Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est très important. Non, c'est très très important. Et aussi, par exemple, pour les Chinois, ben, je dirais, en fait, le miens, hein, la face, c'est un sens large, dans le sens, c'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une promotion dans mon boulot, bah, j'aurai la miens, c'est-à-dire que je, je suis fière de moi, vous voyez. Donc là, c'est en fait dans le sens positif de miens. Et par exemple, je dirais, si quelqu'un, tous ses amis lui a ramené plein de choses et on lui offre à l'occasion de, je sais pas, son mariage ou son anniversaire, on lui offre beaucoup de choses. Et dans ce cas-là, pour la personne qui reçoit, il y a beaucoup de miens aussi, c'est dans le sens positif. Ah, ça, c'est... C'est vrai. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué en Chine, c'est quand vous offrez un cadeau donc en public, à un ami chinois ou à la famille, eh bien, ils ont tendance à ne pas l'ouvrir directement. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont remercier toutes les personnes qui l'ont offert. Ils vont l'offrir, enfin l'ouvrir, je dirais, à un moment un petit peu plus privé, intime, pour éviter justement de peut-être de découvrir au dernier moment si le cadeau ne plaît pas, et bien d'avoir une attitude non verbale qui serait assez déplaisante. Est-ce que c'est toujours en vigueur aujourd'hui cette attitude, je dirais, d'ouverture de cadeaux un peu Oui, après c'est c'est toujours le cas, je vous assure que c'est toujours le cas. Ben, on ouvre le paquet discrètement quand on rentre à la maison. Voilà. Et ensuite, on découvre, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude, parce qu'en fait, si on ouvre devant la personne qui nous offre, ben, en fait, pour nous, c'est un petit peu mal poli. C'est-à-dire, ah, on est curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est quelque chose de bien, pas bien, cher, pas cher. Mais pour les Français, c'est l'inverse. Donc, il faut montrer et que je m'intéresse à ce qu'on m'offre, et ben en fait, je vais voir est-ce que ça me plaît ou pas. Voilà, c'est très très différent en effet.
Très intéressant. Alors, je fais une petite pause. Et effectivement, bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, hein. On n'a pas encore eu le temps de discuter avec vous. Mettez en commentaire, hein, si vous avez des questions justement sur les différences culturelles entre la France et la Chine. On est ravis de vous avoir. Donc, on va se représenter rapidement. Donc, Jean-Charles Letellier, expert de la Chine, puisque j'ai été en Chine depuis 2007. J'ai vécu là-bas pendant quelques années. Je parle aussi le mandarin. Et donc, je suis fondateur de la société Vinifil qui va aider les entreprises françaises à exporter leurs alcools, principalement en Asie. Et voilà, donc je voyage énormément dans toute l'Asie pour mon activité. Et puis Yang, je vous laisse vous représenter à nouveau pour la Oui, partie. ah, je m'appelle Yang, je suis professeure de chinois d'ici chinois. C'est une école de langue chinoise qui est basée en France. Voilà, on propose des cours à distance hein, pour tous ceux qui ont envie d'apprendre cette belle langue et de découvrir aussi la culture. Voilà. Super. Ben écoutez, si vous avez envie d'apprendre le chinois, je pense que vous allez avoir l'occasion avec Easy Chinois de l'apprendre assez facilement. Vous contactez Yang directement. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur nos différents profils hein, TikTok puisqu'on pose des vidéos assez régulièrement. Si ça vous intéresse, mettez-vous en relation directement avec nous en message privé. Il n'y a aucun problème. On est ouvert à la discussion. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Alors on continue hein, les sujets. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement en Chine, sujet qui est assez tabou d'ailleurs en France. C'est quand je suis arrivé en Chine pour la première fois, la plupart des Chinois m'ont commencé à me demander ce que je gagnais en France, est-ce que j'avais une petite copine, est-ce que bon, plein de sujets finalement assez personnels que nous on trouve en France. Et donc ça peut être un peu déstabilisant pour un Français ou un Occidental qui va en Chine. Est-ce qu'il doit répondre à ces questions-là? Est-ce que c'est obligatoire? Ou au contraire, non, on a le droit quand même de se préserver et de garder un petit peu de mystère. J'ai quelques clés de réponse, mais je vous laisse, Yang, de répondre un peu à cette question je dirais, un peu tabou en France. Très bien. Est-ce qu'on C'est peut vrai répondre que aux questions? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal vu d'annoncer son salaire? Est-ce qu'on a oui. des enfants? Alors, bah, en fait, je pense que souvent, quand on pose ces questions-là, c'est pour montrer qu'on se soucie de cette personne. C'est pas du tout en disant, voilà, qu'est-ce que tu gagnes, combien. Voilà, c'est plutôt souvent posé par des personnes âgées. Même si dans la rue, voilà, on vient de faire la connaissance avec une dame, vieille dame, peut-être que si on commence à papoter, bah, c'est possible. Elle dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous gagnez combien? C'est célibataire, etc. Donc faut pas mal prendre hein, quand on reçoit ce genre de questions. Mais je pense que aujourd'hui, je sais que je suis un peu mélangée dans le sens, dans la culture. Moi, je dirais que on n'est pas obligé de donner un chiffre précis. On peut dire grosso modo, voilà, on peut le dire. C'est pas, il n'y a pas forcément de conséquences. Euh, important. Donc du coup, voilà, je pense que oui, on peut dire Oui, ouais, c'est tout à je fait gagne normal. En autant. réalité, c'est entrer dans la culture de demander. D'ailleurs, je pense que même dans les pays anglophones, hein, aux États-Unis, c'est tout à fait normal de demander et en tout cas, de dire les choses de manière transparente. Euh, et c'est vrai qu'en France, on a plutôt tendance à ne pas parler de ces sujets d'argent, de ces sujets de salaire, parce que ça peut évoquer des sujets hein, de jalousie Oui. envers les différents collègues hein, d'une société. Et c'est pour ça même encore aujourd'hui, hein, dans la société française, on a encore cet aspect qui est assez marqué. Et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de grille de salaire qui est affichée comme aux États-Unis dans certaines sociétés pour indiquer cela. Donc on a vraiment cet aspect. Alors moi, ça m'a jamais trop dérangé, hein, les Chinois qui me demandaient effectivement si j'avais une maison, une voiture, enfin, ou alors si j'avais effectivement, je sais combien je gagnais dans la vie. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérangeait plus que ça. Mais ça peut être effectivement mal perçu, peut-être pour certains occidentaux qui ne connaissent pas. Et généralement, c'est demandé dans un cadre plutôt, je dirais, informel, hein, au restaurant, ou alors vous êtes en sortie, en train de manger avec quelqu'un, c'est tout à Oui, fait naturel, je viens. Et, euh, voilà. et c'est vrai que j'en garde quand même des bons souvenirs encore même aujourd'hui. Oui. Alors, je me posais aussi une autre question. Comment est-ce que on aborde la question de la résolution des problèmes
entre les Français et les Chinois. Quand on est face à un problème en France, bon, on essaye de le regarder comme ça et d'avoir, je dirais, une opinion. On essaye de trouver je dirais, plusieurs vérités, une vérité, et il n'y en aurait qu'une, et on pense que c'est la meilleure vérité parce que finalement on a exprimé son besoin. Mais j'ai l'impression que les Chinois arrivent à résoudre les problèmes de manière différente, parce que la mentalité est différente. Mhm. Et comment est-ce que vous pensez que les Chinois arrivent à raisonner pour résoudre des problèmes? On parle de la vie quotidienne, mais ça peut être aussi au travail, hein, par exemple. Euh, comment est-ce que dans les affaires, par exemple, hein, quand on Mhm. travaille avec des partenaires chinois, on peut comment les Chinois résolvent leurs problèmes? Est-ce qu'ils le font de manière très directe comme nous en France, ou finalement ils vont essayer de détourner le problème et trouver des solutions autres, peut-être plus complexes, peut-être? Je dirais, en fait, c'est une question très vaste, hein. Moi, je dirais que les Chinois sont toujours, en fait, par rapport aux Français, c'est plutôt on essaie de contourner le problème pour résoudre le problème. Euh, Mhm. et c'est-à-dire que des fois, on peut ne pas, on respecte pas forcément la règle des choses. Je cite un exemple. Par exemple, quand dans des sociétés, bah, en fait, selon le procédure, on est censé de faire ça, 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 ça. Bah, en fait, s'il y a un blocage, bah, les Chinois, peut-être qu'ils sont très souples de réagir et de faire face à. Donc, des fois, en fait, il manque, peut-être on va dire que aussi, ah ben, il manque de rigidité, il manque de rigueur, parce que en fait, on voulait contourner le problème pour résoudre le problème. Et donc, du coup, d'après les Français, ben, ils ont dit, ah ben, fallait pas faire comme ça. Ça peut arriver que on est surpris en disant que voilà, on est censé de faire comme ça, mais bon, vous faites comme ça, mais c'est pas la bonne procédure. Mhm. C'est ce que je ressens. Et il y a une chose très marrante, c'est que il y a quelques jours, je vais vous donner un exemple très très concret, mais ça c'est pas forcément un problème. C'est à l'aéroport. En fait, j'étais avec mes parents et puis on a pris des sièges. On n'a même pas fait attention. En fait, ce sont des sièges pour les femmes enceintes, des personnes handicapées. Et on s'est assis dessus. Et ben en fait, il y a un monsieur qui arrive avec son package et à côté de moi, en fait, il y a un siège libre. D'accord. Et ben en fait, il se met devant nous. Et il était bloqué dessus. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se Mhm. passe? On a fait quelque chose de mal. Et c'était très étrange. Et après, on a compris qu'en fait, il a regardé le siège vide dispo, mais c'était marqué pour les handicaps et D'accord. aussi les femmes enceintes. Et Mhm. donc, du coup, il a réfléchi 3 minutes avant de prendre l'action de s'asseoir. Parce qu'en fait, tout autour, il n'y a pas d'autres sièges. Donc là, en fait, je voulais vous montrer que c'est, euh, pour les Chinois, en fait, bien sûr, il y a l'encadrement. Mais quand ça gêne pas les autres et que ça nous permet d'avancer, peut-être c'est pas voilà, et nous on pourra le faire. Bah, peut-être pour les autres ils vont dire ah bah non, ça c'est réservé aux handicapés, donc vous n'avez pas le droit, vous voyez. Mais pour les Chinois, je pense qu'on est c'est pas très bien de dire ça peut-être, mais c'est à ce moment-là je me suis rendu compte que c'est vrai que voilà, ça c'est la mentalité. On Mhm. est très très différent, voilà, quand on réfléchit sur des choses comme ça. Oui, je pense qu'on pourrait avoir de nombreux exemples, hein, effectivement, à annoncer face à ces situations-là. C'est vrai que les Français ont tendance à, je dirais, à dire les choses telles qu'elles sont, parfois un peu de manière directe et maladroite. Et ça peut interpeller les personnes, hein, pas forcément les Chinois d'ailleurs, hein, mais les personnes de manière générale, parce qu'on peut ressentir une certaine forme d'agressivité. En réalité, c'est ce que je perçois aussi. Chose qu'on ne perçoit pas chez les Chinois, parce qu'effectivement, quand vous prenez le métro à Shanghai et puis vous asseyez donc sur la banquette, bon, vous voyez une grand-mère arriver ou une femme enceinte, bon, bah, vous avez la bienveillance de la laisser s'asseoir, ça se passe toujours très bien. Même tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, ça se fait, nous, on le fait de manière
On essaye, mais en France, c'est vrai qu'on a un problème aussi avec le respect des aînés, en tout cas le respect des plus anciens, et c'est un peu problématique. C'est encore un autre sujet, Mhm. mais en tout cas, c'est un sujet qui est très intéressant. Je vois qu'on est à 20 minutes. Je vous propose de refaire une petite pause de présentation. Merci d'être aussi nombreux encore ce soir. Alors, je tiens juste à vous dire quelque chose. Dans ce live, on ne parle pas de politique, hein, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on aborde les différences culturelles entre la France et la Chine avec Yang. Donc, si vous avez des questions, on vous invite à les poser avec grand plaisir. Si vous voulez partager le live aussi, et allez voir sur nos profils respectifs puisque vous allez retrouver nos vidéos en lien avec la Chine. Donc Yang qui va s'occuper de la partie apprentissage de chinois. Et puis moi, je donne un maximum de conseils sur comment réussir en Chine notamment. Allez voir ma biographie puisque j'ai aussi un e-book qui vous permettra de réussir sur les marchés chinois, entre autres. Et puis voilà, indiquez si vous avez des questions, c'est le moment. Hein. Encore une Oui, fois, c'est notre premier live. On est très content d'être avec vous ce soir. Et effectivement, bon, Jérôme, j'ai une petite ressemblance, mais de loin, je dirais. Voilà, c'est pas le sujet du soir. Je vous propose qu'on continue à aborder d'autres sujets en Chine qui sont ça y est. importants. Au Oui. travail, quand vous êtes au travail en Chine, quelle est la différence de hiérarchie entre les Français et les Chinois? Est-ce que effectivement, on dit souvent que le directeur ou le boss en Chine est très respecté, il est même parfois adulé. Et donc, quand le boss a parlé, finalement, vous n'avez pas trop de choses à dire. Il faut accepter ce qui est dit, Oui, même si parfois ça va dans la même mauvaise direction. oui. Comment est-ce que vous voyez cet aspect-là en Chine et en France aussi, des aspects qui nous intéressent? Bah, c'est vrai que je pense que la hiérarchie en Chine, c'est quelque chose qui est très très important, non seulement dans des sociétés, à l'école, euh, envers les personnes âgées. C'est vrai qu'en fait, il faut qu'on montre en fait hiérarchiquement, en fait, on est voilà en dessous. Donc, quand euh, le patron ou le professeur disent quelque chose, ben en fait, normalement, on est censé de les accepter. Euh, Dans le sens, voilà, sinon, en fait, c'est irrespectueux. C'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. C'est par rapport les Français, c'est très différent. On a le droit d'être ne pas être d'accord. Enfin, voilà. Mais en Chine, c'est vrai que si on va aller confronter sur des choses, peut-être que voilà, ça sera mal vu par les chefs en disant que voilà, ça c'est quelqu'un qui n'est pas très respectueux. Hein. Déjà, en fait, Oui, tout à la fait. première chose, c'est le Effectivement, respect. Oui, effectivement, il y a un côté respect que nous avons un petit peu moins en France sur l'aspect hiérarchie. Et c'est vrai que dans les réunions en France, hein, et j'en fais assez régulièrement, donc le directeur général a parlé, il a donné son opinion, sa décision, et on va avoir autour de la table effectivement des membres, des cadres du comité qui vont simplement dire qu'ils sont pas d'accord avec ce qui avait été juste dit à l'avant. Donc en fait, ça rebat un petit peu les cartes sur les différents avis des uns et des autres. Ce qui est parfois une bonne chose parce que ça permet aussi de se confronter à différentes idées. Mais aussi, effectivement, on peut sentir que ça peut être des fois mal vu. Mais en France, ça va. Globalement, c'est bien accepté le fait d'exprimer son opinion. C'est même d'ailleurs parfois recommandé. Et alors, c'est pas facile de prendre la parole en public quand vous êtes en réunion et d'exprimer son opinion. On a toujours un peu la peur de l'autre, la peur du regard, la peur de ce qu'on va dire, une bêtise, pas une bêtise. Et ça, depuis l'école, malheureusement, en France, c'est pour ça que vous allez voir, et vous l'avez peut-être déjà vu dans vos formations avec les Français, les écoliers français ont peur de prendre la parole. Parce qu'on a toujours cette relation de l'échec qui, depuis l'école primaire, nous dit non, non, il faut pas se tromper, vous levez la main uniquement quand vous savez la réponse, sinon c'est la catastrophe, etc. Et ce rapport à l'échec est différent en Chine, notamment pour les écoliers chinois qui participent très bien de manière très proactive dans les écoles. Alors, on voit effectivement dans les commentaires trop de jugements en France. Effectivement, on se permet de juger trop facilement les autres. Je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie aussi qu'on retrouve dans le milieu professionnel.
c'est quelque chose d'assez normal, enfin, assez anormal, pardon. Euh, mais c'est vrai qu'en Chine, quand j'ai fait des réunions hein, avec des entrepreneurs français ou même chinois, effectivement, on ne revient pas sur ce qui a été dit, hein, même d'ailleurs au Japon, hein, en Corée du Sud, les décisions ont été prises, elles doivent être suivies. Mhm. Et quand c'est les bonnes décisions, tout va bien. Quand ça va mal, attention, on a peur d'alerter et ça peut arriver parfois que les choses se passent un peu plus mal. Mais globalement, on a je dirais, des attitudes assez différentes sur cet aspect. Oui, tout à fait. Alors, je continue sur d'autres sujets qui sont intéressants en Chine. Alors, Je regarde aussi un peu en même temps les commentaires, s'il y a des questions à alors, est-ce qu'il y a des questions poser. dans les commentaires? On regarde. Alors, Jérôme nous dit effectivement pas le droit à l'échec par peur d'être ridicule. Effectivement, en France, hein, c'est tout à fait ça. Mhm. C'est pour ça qu'on dit que les Français sont relativement mauvais en langue. Pourquoi? Parce que vous avez deux choses. Les méthodes d'apprentissage ne sont pas adaptées. Mhm. Hein, il faut parler beaucoup, écouter, et ensuite on apprend la grammaire. Hein. Nous, on fait le contraire. Et puis la peur du ridicule, la peur de l'échec, ça c'est terrible. C'est un phénomène extrêmement franco-français qui est terrible. Mhm. Franck nous dit effectivement, hein, en France on se prend trop la tête en Chine, tout va bien, même quand tout va mal. Alors c'est Pas assez toujours, ça drôle, dépend. Franck, ce que vous dites. Tout est c'est, relatif, hein. Mm. tout est relatif, c'est-à-dire que vous avez l'impression que les gens vont bien, mais finalement les Chinois sont comme des Français, c'est-à-dire quand ça va mal, et ça se voit. Hein, j'ai Oui, déjà vu aussi des gens ne pas aller très bien en Chine parce qu'on est des êtres humains, donc oui. forcément c'est sûr. Alors Annie 97 nous dit c'est une fausse idée de croire que les Chinois sont tous intelligents. Bien évidemment, c'est comme si on disait tous les Français sont intelligents. Bien sûr que c'est faux, hein, bien évidemment. Hein. Il y a des gens intelligents dans tous les pays et des gens qui ont un peu moins d'intelligence. Malheureusement, on n'est pas égaux face à ça. L'avantage, c'est que vous avez raison. Par contre, dans votre deuxième commentaire, c'est qu'ils sont très travailleurs. Et là, je vous rejoins complètement. Par rapport à d'autres populations d'Asie, hein, d'ailleurs, j'ai voyagé au Vietnam, en Thaïlande, Asie du Sud-Est, Japon aussi, Corée. La Chine fait partie effectivement des pays où on travaille beaucoup et on travaille vite. Hein, la vitesse d'exécution à laquelle les Chinois vont travailler, c'est impressionnant. Vous allez au restaurant, vous allez commander un taxi, en quelques minutes, quelques secondes, tout va être fait très vite. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, la réactivité quand vous êtes au travail, mais quand vous sortez aussi, et qu'on retrouve dans d'autres pays, surtout Japon, Corée, Chine, Thaïlande, Vietnam, c'est encore autre chose, une mentalité un petit peu plus, je dirais peut-être occidentale parfois. Ah oui. Mais c'est vrai, vous prenez l'exemple, par exemple, hein, des étudiants chinois en France ou des élèves issus qui sont, je dirais, qui ont des parents franco-chinois, par exemple. Mhm. Eh bien, on remarque très vite que ces enfants-là, en réalité, ils travaillent beaucoup plus que les enfants occidentaux français. Et ils ont des bien meilleures notes à l'école quand ils arrivent au collège, au lycée, et ils arrivent parfois à avoir forcément des décrochés, des diplômes très prestigieux. Ouais. Parce que les Chinois ont toujours ce rapport à l'éducation hein, qui est très important. Oui, tout à fait. C'est impressionnant. Je suis allé en Angleterre, donc à Cambridge cet été, et à Stanford. Première fois que j'y allais avec les enfants. Et donc, il y a Cambridge, donc vous connaissez, hein, les plus grandes universités du monde, 150 000 habitants, petite ville. Eh bien, quand on y est allé en plein été, je vais vous dire, il y avait quasiment plus de touristes chinois que d'anglais. Et c'est impressionnant. Donc, ce désir d'apprendre, de réussir passe par l'éducation en Chine. Hein. C'est vraiment très important, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'en fait, il y a aussi un contexte, la concurrence, elle est raide. Donc, du coup, bah, il faut se faire démarquer. Enfin, il faut avoir un bon diplôme, avoir le meilleur diplôme possible pour se faire remarquer. Parce que sinon, en fait, on est tellement nombreux. Et ben, en fait, si on veut décrocher un bon travail,
euh, en fait, on va juger d'abord par les diplômes. Donc tout le monde en fait, c'est auto-ajouté, je sais pas comment on dit, hein, on s'ajoute tout seul des pressions, malheureusement. Ça crée Parfois, aussi c'est des les parents. problèmes, hein. Parfois, Hmm. c'est les parents qui rajoutent de la pression Oui, supplémentaire, ah, parfois. beaucoup, beaucoup. C'est surtout les parents, je dirais. Et en fait, il y a un terme qui s'appelle nature, hein. En fait, c'est vraiment, c'est les parents qui donnent énormément de pression aux enfants et ils les inscrivent dans des cours de musique, cours de maths, ou je sais pas. En fait, toutes les cours supplémentaires extrascolaires, en fait, les enfants, ils subissent beaucoup de pression, en effet, parce que plus tard, si on n'est pas, et on n'a pas un bon diplôme, on sera au chômage, ou même aujourd'hui, en fait, dans certains endroits, même si on a un bon diplôme, et on n'est pas sûr de trouver un bon travail. Donc du coup, je pense qu'en fait, c'est en train d'évoluer dans beaucoup de choses, mais avec le temps, il faut beaucoup de temps. Mais pour l'instant, c'est toujours beaucoup de pression. Même pour les jeunes, je me rappelle que quand j'ai passé le bac chinois, oui, c'était quelque chose, c'était la stress totale parce qu'il fallait pas rater. Donc du coup, si on la rate, c'est comme si on rate notre vie entre guillemets. Et donc du coup, vous pouvez imaginer tout le regard de la famille, c'est sur l'enfant. Et en fait, c'est pas que on ajoute nous-mêmes des pressions, c'est en fait tout le monde nous regarde. Et je me souviens aussi à la sortie de l'examen ou quand on a le résultat, on se parle dans la rue, on croise les voisins, la famille, et où on reçoit des appels. La première question, c'est alors, c'est quoi les notes? Voilà. C'est vraiment c'est le sujet du moment. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose en fait c'est qui détermine notre avenir entre guillemets. Donc du coup voilà c'est assez lourd en effet. Ouais, c'est vrai qu'on peut le percevoir. En France, c'est complètement l'inverse, hein. On le remarque parce qu'il y a beaucoup plus de vacances. Oui, Déjà, sur les vacances scolaires, hein, les 2 mois d'été, plus ensuite la Toussaint, Noël, et puis après c'est février, puis après c'est avril. Donc les élèves français, de toute manière, en quantité de travail, c'est même pas 10 fois moins, c'est 50 fois moins que des élèves chinois. C'est évident. C'est évident, c'est clair. Alors on valorise un petit peu plus, je dirais, le côté loisir, mais c'est parce qu'on a du temps en réalité. 100 ans, ouais. et en Chine, je vois bien le rythme hein, qui sont pour les élèves chinois, c'est-à-dire que vous faites vos cours hein, de 8 heures à peut-être à 16 heures, 17 heures, mais le truc c'est que une fois que la journée s'arrête, il y a encore des cours supplémentaires, il y a encore des soutiens scolaires qui peuvent arriver pour C'est ça. aider ces élèves à performer et être parmi les meilleurs. Comme vous l'avez dit, la compétition chinoise, c'est quelque chose d'impressionnant. Il y a tellement de monde en Chine, intelligent, enfin en tout cas travailleur, je dirais plus Mhm. qu'intelligent, qui fait que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le Oui, choix. Vous êtes oui, obligé de travailler beaucoup plus que les autres pour réussir. Et c'est dur. C'est dur. Le système, effectivement, n'est pas oui, facile. oui. Mais, Quelques, mais quelque ce côté travailleur, c'est un côté que moi j'apprécie particulièrement et qu'on a un petit peu perdu, nous, dans les valeurs françaises, surtout dans les dernières décennies, où les gens finalement sont dans un certain confort de travail et ne veulent plus faire des efforts. Parce qu'on leur donne tout. Et c'est vrai que quand on se confronte à la difficulté, on sort de la zone de confort, et bien on a tout de suite, on progresse, mais c'est bien évidemment beaucoup plus dur. Donc tout voilà, à alors je fait. vois quelques commentaires, on peut regarder ensemble hein, s'il y a des Oui. choses qui vous intéressent. Alors Nano nous dit, est-ce qu'en Chine, ils font plus attention aux diplômes qu'aux compétences? Alors ça c'est Yang qui va vous répondre. Hein. Oui. J'ai ma réponse, mais je laisse Yang. Bon, je pense en général, oui, c'est vrai que malgré tout, hein, le diplôme passe devant les compétences. Les compétences, c'est vrai qu'on pourra la voir plus tard, mais c'est vrai que le seuil pour entrer dans une société, quand on passe un entretien, on va voir, voilà, c'est quoi votre diplôme, on va déjà regarder ça. Et pour ceux qui en ont pas, peut-être ils viennent même pas. Donc du coup, c'est vrai que ça c'est le premier critère de base. Et après, oui, si vous avez d'autres compétences,
peut-être que ça rajoute, mais c'est vrai que le diplôme qui passe, qui est le plus important. C'est pour ça, en fait, entrer dans une meilleure université, bah, ça joue beaucoup, quoi. Ça va ajouter beaucoup de points plus tard sur votre CV. Voilà. C'est vrai, ben de toute manière, on peut dire ce que l'on veut, mais en France, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire que vous avez certains diplômes qui sont beaucoup plus valorisants que d'autres. Et le fait d'avoir diplôme plus expérience après ou compétences, forcément, vous allez aller dans les meilleures entreprises. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est à peu près similaire à ce que vous avez en Chine. Donc, effectivement, le diplôme est très important. Ça, c'est sûr et Oui, certain. oui. Bon, je vois d'autres commentaires. L'attitude, est-ce que tu es importateur? Non, je ne suis pas importateur. Je suis comment dirais-je, un professionnel qui aide les dirigeants d'entreprise à exporter leurs alcools en Asie, et je donne pas mal de conseils sur tous ces aspects-là de marché, justement. Soleil, il y a de la place pour les manuels. Alors, j'arrive pas à très bien comprendre cette question. Il y a de la place pour les manuels. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu les manuels scolaires, d'histoire, un jeu? Si vous pourriez préciser, je n'arrive pas trop à comprendre. L'attitude, l'Occident est le pire des businessmen. En Chine, tu as l'argent, c'est suffisant. Bon, je pense qu'il faut relativiser un petit peu l'attitude, hein. L'argent ne fait pas tout. C'est sûr que ça peut solutionner beaucoup de choses, c'est évident. On en est tous conscients, mais c'est pas ça qui va tout faire non plus. Jean Blanc nous dit: je confirme, aucun attrait pour les grandes écoles de nos jours, avec un petit smile. En France, en France aussi, un diplômé de Polytechnique gagne 57 000 euros en moyenne en junior face aux autres grandes écoles. Ok, alors ça je ne savais pas. Je ne savais pas du tout, effectivement. Alors la sortie 57 000 euros, c'est vrai que ça fait tout de suite des chiffres importants. Et c'est vrai que plus ils vont passer d'expérience, les salaires vont continuer à grimper très très vite. Et on va leur proposer en fait des postes qu'on ne propose pas à d'autres candidats. C'est un peu entre guillemets injuste, mais c'est comme ça. Peut-on faire des affaires dans un régime communiste? Alors, on va pas parler politique aujourd'hui, mais vous savez que la Chine, c'est quand même un pays extrêmement libéral. Enfin, je veux dire, qui est arrivé dans l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Donc les Chinois sont des très bons commerçants. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs commerçants au monde. Et donc, depuis 20 ans, mais depuis que Deng Xiaoping a ouvert la Chine au monde, je dirais, c'est impressionnant. On voit le déficit commercial même de la France ou des États-Unis par rapport à la Chine. Donc oui, l'objectif, je dirais, de la Chine, c'est tout simplement de se développer. En fait, il y a vraiment une mentalité de s'améliorer, de toujours, d'une génération à une autre, on veut toujours être meilleur. Alors vous me dites si je me trompe, hein, mais on espère toujours que nos enfants, nos petits-enfants seront encore mieux faits que nous. On veut tout faire pour eux. Oui. D'ailleurs, on n'a plus qu'un seul enfant maintenant, même si on peut en avoir 2, 3, 4. Mais les parents n'en font plus qu'un parce que le coût de l'éducation est tellement élevé. C'est très cher. On n'arrive plus. Oui. On n'y arrive plus. C'est très très cher hein, pour élever un enfant, surtout quand ce sont des garçons. Vous savez pourquoi? Effectivement, vous avez raison. Et oui, la précision est d'importance, puisqu'il est beaucoup plus facile effectivement d'élever une fille, puisqu'au bout d'un moment, elle va trouver un mari, et donc finalement la pression sera moindre que le garçon qui doit en plus effectivement avoir un certain nombre de patrimoine pour pouvoir trouver la perle rare. Et c'est pas toujours évident, je dirais. C'est pas toujours très très simple. Le baccalauréat nous dit DMN, c'est très important, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, moi je vais vous dire, l'éducation c'est quelque chose qu'il y a de plus important au monde, hein. Dans tous les pays. J'ai voyagé énormément en Inde, en Europe, partout. L'éducation c'est vraiment quelque chose qui doit être la priorité de tous les États. Il y a que par là que finalement qu'une société peut se développer, je pense. Alors Gypsy Line, comment trouver un bon sourcing en Chine? Écoutez, je vous invite à me contacter après le live si vous voulez. Envoyez-moi un message privé, j'ai quelques contacts qui pourraient vous intéresser. Nano, je vais chercher à importer des produits de luxe en Chine. Comment y prendre? Contactez-moi, j'ai quelques contacts qui pourraient effectivement vous intéresser aussi. Est-ce que vous allez à la foire de Canton? Alors non, moi alors pour être honnête, je suis jamais allé à la foire de Canton.
parce que je fais pas de e-commerce ou je fais pas d'import-export hein, de ce côté-là. Mais est-ce que vous, Yang, vous connaissez cette foire qui est très très connue d'ailleurs, hein, qui est au mois de mars-avril de mémoire, donc dans le sud de la Chine. Est-ce que vous avez plus d'informations sur cette foire? Malheureusement, non, mais c'est vrai que c'est assez connu, hein. C'est connu, Ouais. très connu, Oui, effectivement, et beaucoup d'Européens occidentaux veulent aller là-bas pour faire du sourcing. oui, oui, oui. Bah, en fait, je pense que aujourd'hui, la Chine, ça reste quand même, même si le coût de main-d'œuvre est en train d'augmenter, mais ça reste quand même un pays euh, où, en fait, on délocalise beaucoup de choses en Chine pour la fabrication des choses. Ça reste quand même très compétitif pour euh, voilà, les matières. Enfin, c'est pas forcément les matières, surtout les main-d'œuvre. Euh, et ce que je vois souvent dans les documentaires en France, hein, c'est vrai que la Chine, même si en fait aujourd'hui le niveau de vie c'est beaucoup plus cher qu'avant, le main-d'œuvre ça commence à être un peu plus cher, mais ça reste quand même une majorité, une grande partie des pays qui font, je sais plus le terme, c'est la première transformation de dans la chaîne, voilà. Donc D'accord. ça reste quand même. Je pense que c'est aussi lié à la productivité, efficacité de travail. Et aussi, les Chinois sont travailleurs. Bah forcément, en fait, ça tourne plus vite, je dirais. Tout à fait. On revient tout à l'heure à ce que je disais, c'est la vitesse d'exécution à laquelle travaillent les Chinois. Ouais. C'est-à-dire que vous travaillez, donc moi je travaillais principalement, je travaille encore avec pas mal WeChat, hein, donc c'est l'application équivalente de WhatsApp en Chine. Et quand vous discutez avec des Chinois, que ce soit des fournisseurs ou des clients, tout va très vite. Tout peut aller très vite, comme tout peut aller lentement aussi, hein, ça dépend dans quel process on est. Mais cette rapidité d'exécution, je l'ai rarement vue, à part en Corée du Sud et parfois au Japon. Mais c'est des mentalités qui sont encore, et bon, bien sûr Taïwan, Hong Kong, bien sûr. Mais cette vitesse d'exécution, elle est impressionnante, vraiment impressionnante. On travaille nous avec des fournisseurs en Chine. Ils répondent quasiment du tac au tac sur des sujets qui sont parfois complexes. Et nous, on mettrait des jours, parfois des semaines à répondre parce qu'il faut faire des réunions entre collègues. Et c'est ça un peu, je dirais, la différence entre la France et la Chine. Alors, je vois effectivement. Mais moi, ce que je vous invite, alors on peut se représenter rapidement, ça fait un petit moment, hein, si vous le souhaitez. Donc, Jean-Charles Letellier, bien sûr, fondateur de la société Vidifil. Donc, j'accompagne les dirigeants d'entreprise à exporter leurs produits en Chine, en Asie, tous les domaines des alcools, bien sûr, mais je suis consultant, hein, donc je donne des conseils. Allez voir ma biographie, j'ai beaucoup de vidéos sur TikTok, entre autres, mais LinkedIn, pour ceux qui me connaissent, ajoutez-moi sur LinkedIn, puisque j'ai quasiment 25 000 abonnés, j'ai une newsletter dans laquelle je diffuse les dernières actualités, et puis vous pouvez télécharger mon e-book qui est directement dans ma biographie. Voilà. Je vous laisse refaire une petite présentation Yang, Oui. sur votre Alors, activité. bonsoir tout le monde, je m'appelle Yang, je suis professeure de chinois, TC chinois. Donc on propose des cours de chinois en ligne, en visio. Et donc aujourd'hui, en fait, on est une équipe qui est passionnée dans l'enseignement de la langue chinoise. Donc pour découvrir notre école, vous pouvez suivre notre chaîne YouTube Easy Chinois ou alors notre page Facebook. Il y a aussi notre profil TikTok, hein, Easy Chinois, bah, où vous pouvez découvrir toutes nos vidéos, les cours. Voilà. Voilà, si vous voulez apprendre le chinois, je pense que vous avez trouvé le bon contact. Et puis, l'apprentissage du chinois aujourd'hui devient quasiment indispensable dans notre société globalisée et internationalisée. On s'en rend compte. L'anglais est encore plus indispensable, mais le chinois devient quasiment nécessaire dans beaucoup de nos communautés. Tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup d'être aussi nombreux, hein. Je vois qu'on est à peu près 33. Est-ce que vous pourriez nous envoyer des petits cadeaux, hein, ou partager ce live à votre communauté? Ça nous aiderait beaucoup, hein. Rappelez-vous, c'est notre premier live avec Yang, donc on se lance, hein. Alors, TikTok, on l'a déjà expérimenté depuis quelques temps, mais le live, ça nous permet tout simplement de vous partager notre expérience, notre anecdote. Donc c'est beaucoup de temps passé, beaucoup de travail. Et voilà, on vous remercie. Alors,
Je vois qu'il y a quelques commentaires, Yang, qui vous est Oui, ce sont adressé. mes élèves. Ni hao Donc, vous êtes une Bruno. excellente professeure. Donc là, vous Oui, avez certainement une élève ou quelqu'un qui a suivi votre oui, oui, formation. tout à fait. Oui, il y a Bruno. Alors, est-ce que vous enseignez aussi le cantonais ou que le mandarin? Que le mandarin, c'est déjà pas Que le mal. mandarin. D'accord, c'est déjà C'est pas déjà mal. pas mal. C'est Oui, déjà oui, pas oui. mal, effectivement. C'est vrai que le mandarin, bah, je trouve que c'est plus répandu. Bah, si on veut faire du business avec la Chine, c'est sûr que voilà, le mandarin, en fait, ça va passer plus partout, je vais dire. Le cantonais, c'est surtout dans le sud, ou Hong Kong, voilà, on parle cantonais, mais sinon, en fait, même les Hongkongais, hein, en fait, normalement, tout le monde parle mandarin. C'est la langue commune, hein, pour qu'on puisse communiquer. Voilà. Ouais, je vois qu'il y a il y a des personnes qui savent écrire effectivement le mandarin dans le groupe, hein. Il y en a un qui nous dit Picasso. Oui, Donc, bonsoir tout le c'est monde. mon élève, oui. C'est votre élève, mais félicitations. Il y Il en y a a qui nous aussi dit bonsoir à Irène, tous. voilà. C'est Super. impressionnant, effectivement. Bravo, hein, Mm. pour votre apprentissage et votre persévérance de cette langue. Alors, Nano nous dit combien de langues chinoises existe-t-il? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de dialecte dans ce Oui. cas-là? Est-ce que vous pensez avoir la réponse? Si je me trompe pas, c'est plus de 200. C'est très marrant cette question parce que c'est vrai que la Chine, c'est tellement immense. Bah, pour vous donner une idée, je viens d'une ville à côté de Qingdao où il y a la bière. C'est entre Pékin et Shanghai, C'est ok? la province de Shandong, hein, pour ceux qui Voilà, c'est ça. connaissent. Et il y a quelques jours, en fait, on avait rigolé. En fait, on me disait, en fait, si on prend la voiture, on va conduire pendant 3-4 heures, bah, on va passer dans une autre ville ou région, bah, potentiellement, il y aura une autre dialecte. Et donc, du coup, en fait, vous pouvez imaginer chaque région, il y aura plusieurs dialectes. Et en plus, certains dialectes, euh, on a vraiment des difficultés à comprendre. Par exemple, hein, le shanghaïen, je comprends pas un seul mot. Voilà, je comprends le pékinois parce que en fait c'est très proche de C'est très mandarin. similaire, c'est très proche. Voilà. Mais par contre, cantonais, je pense que je comprendrais pas. Juste, je sais dire les ho, bonjour, c'est tout, mais pas d'autres. Donc, pour vous montrer que voilà, il y a beaucoup de dialectes. En fait, on ne peut pas tout comprendre parce que en fait, c'est tellement. Je pense que il y a quelque chose de similaire en France, non? En France, Oui, tout à fait, tout à fait. On a des dialectes en France, hein, qui sont bien sûr bien moins nombreux qu'en Chine. On va les citer quelques-uns. Vous avez le breton, vous avez le ch'ti, hein, dans le nord de la France. Et puis oui, après, vous allez dans le sud de la France également. Vous avez des accents régionaux, parfois des sémantiques, des vocabulaires très particuliers. Et donc, je pense que la Chine, oui, j'ai voyagé pas mal en Chine et je dirais que dans chaque endroit où je vais, un dialecte est parlé. Donc en oui, réalité, j'ai même pas la réponse sur le nombre de dialectes en Chine, tellement il y en a, je pense. C'est oui, tellement oui, oui. C'est impressionnant. Mm. impressionnant que finalement Tout à fait. Donc Nano nous dit quel chinois apprendre. En tout cas, Oui, quelle langue bah chinoise. plutôt je dirais c'est le mandarin. En fait, c'est vraiment si vous voulez faire du business avec la Chine, bah en fait c'est la langue le plus utilisée parce que tout le monde utilise cette langue enfin commune entre guillemets la langue standard en Chine, hein. Donc surtout dans le continent principal on parle mandarin et bien sûr en même temps dans chaque région il y a des dialectes, hein. Et puis à Hong Kong c'est plutôt on parle de cantonais, mais en fait, ou anglais, hein, pour faire du business. Peut-être Jean-Charles est mieux placé pour répondre à ces questions-là. Mais sinon, je pense qu'en termes de population et facilité, bah, peut-être que le mandarin, c'est mieux. Après, si vous voulez, par exemple, à Taïwan, il y a des gens qui travaillent à Taïwan. Et à Taïwan, en fait, on va dire, en fait, c'est surtout au niveau de l'écriture. Ils utilisent l'écriture, les caractères traditionnels. Donc, c'est un petit peu complexe par rapport les caractères simplifiés. Mais sinon, à l'oral, hein, il y a une petite différence. Ça va. C'est pas, voilà. Ça reste quand même compréhensible. Mm. Oui, c'est vrai, à Taïwan, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois
Et c'est vrai que c'est le mandarin d'ailleurs qui est pratiqué à Taïwan, qui se rapproche beaucoup d'un mandarin parlé bien sûr dans le sud de la Chine, Oui, mais c'est tout à fait compréhensible. Contrairement à Hong Kong où là finalement quand on parle pas cantonais, on a vraiment des difficultés à communiquer avec les gens du oui, sud, effectivement. oui, tout à fait. Alors je regarde s'il y a d'autres commentaires. Mhm. Oui, je Euh, vois, il y a là. Nado nous dit je veux vraiment apprendre pour mon projet d'importation, bien sûr. Ben là, si vous voulez apprendre le chinois, ben vous contactez directement Yang, elle va vous mettre en relation avec ses méthodes Tout à d'apprentissage. fait. Ça prend du temps, hein, l'apprentissage du chinois. Ça se fait pas en 3-4 mois comme l'espagnol, si on a l'habitude. Vraiment, ça prend du temps. Hein. Moi, je savais l'écrire. Je l'écris maintenant, effectivement, sur l'ordinateur et sur le téléphone, mais l'écriture à la main manuscrite est beaucoup moins utile maintenant qu'avant. Et avec le pinyin, c'est vrai que ça nous permet. Le pinyin, voilà, c'est la transcription de caractères latins en chinois, en caractères chinois, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est très facile pour écrire sur des ordinateurs, notamment. Mais c'est une langue extrêmement complexe. Et la difficulté, je dirais, que les Français vont trouver, c'est principalement le respect de la tonalité. Mhm. Différents tons. Oui, On dit qu'il y a 4 ou 5 tons. Alors il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 4. Bon, moi j'en connais, voilà, j'en note principalement 4. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Il faut écouter beaucoup, parler, et ensuite, je pense, après s'intéresser à tout ce qui est grammaire et à d'autres. peut-être il y aura l'occasion qu'on fasse un autre live hein, pour que vous puissiez On peut partager éventuellement, votre expérience. effectivement, dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait hein, dans le prochain live. Est-ce que c'est des méthodes, des astuces pour apprendre le chinois plus rapidement peut-être ou d'autres sujets qui pourraient vous intéresser? On sera en tout cas ravis de vous partager nos quelques astuces. Oui, tout à Et fait. surtout, faut garder la motivation, effectivement, comme nous dit Vigdis. Exactement. Le chinois est très dur, nous dit Picasso. Donc, c'est une des langues les plus dures au monde, bien évidemment. Ce qui est compliqué, c'est que si vous ne connaissez pas un caractère, alors vous pouvez éventuellement avec les clés deviner le sens, mais vous ne pourrez pas le prononcer. Et c'est compliqué, donc c'est vraiment beaucoup d'apprentissage par cœur. J'ai l'impression. Donc j'ai appris le chinois 6 ans et j'ai toujours autant de mal avec les tons. Vous voyez ce que je vous ai dit? La tonalité, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal. Il n'y a pas de ton en France, hein, C'est en ça. français, pardon. Et Ouais, le français reste un peu plate hein, par rapport. voilà, monotone, comme on dit, monotone. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est extrêmement. 4 plus un ton neutre, oui, bon, voilà. Effectivement, parler le chinois n'est pas très facile, beaucoup de motivation. Motivation. Mm. Ça, c'est évident, mais en tout cas, rien n'est impossible, vous pouvez l'apprendre à tout âge. C'est mieux si vous l'apprenez, je pense, le plus tôt possible. Mais, euh, mais en tout cas, rien n'est impossible, bien au contraire. Oui. Et puis voilà, les Chinois en France, à l'étranger, elles sont adorables. Hein, donc prenez le temps d'échanger avec eux si vous le souhaitez. On a pas mal d'amis chinois qui sont en France depuis très longtemps et qui sont déjà bien implantés. En plus, on y mange bien dans les restaurants, les bons restaurants chinois en France, il y en a quand même beaucoup. Donc c'est l'occasion de découvrir aussi la gastronomie chinoise. On n'en a pas parlé ce soir, mais là encore, il y a des choses à dire, hein, à déguster en Chine. C'est un des pays qui est fascinant. D'un point de vue gastronomique, on a vraiment le choix du nord au sud. Il y a des plats vraiment exceptionnels. Tout à fait. Et, euh, et voilà, pour ceux qui n'ont pas eu... Alors, petite information, pour ceux qui souhaitent aller en Chine, effectivement, et qui avaient le passeport français, vous pouvez aller en Chine sans visa, hein, vous le savez, jusqu'à novembre 2025, pour des séjours inférieurs à 15 jours. Donc, voilà, le gouvernement chinois met ça en place pour, effectivement, développer, je dirais, le tourisme, hein, bien sûr. Mhm. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Mind Fingup, j'aimerais beaucoup y retourner en VIE si j'ai de la chance. Et je dirais la chance, malheureusement, il faut la provoquer. Et si vous parlez chinois, je pense que vous avez toutes vos chances d'y retourner sans problème. Alors, Nanou nous dit... Alors, Easy Sourcing, tu es en Chine? Non. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas en Chine. Je suis entre Bordeaux et Cognac, principalement. Et je fais beaucoup de voyages dans toute l'Asie.
Et Yang, vous êtes basé dans quelle ville? Vous m'aviez dit Au Havre, en Le Havre. Normandie. Ah oui, Oui. Le Havre. J'y suis allé une fois, je crois. Mais moi, il y a très Ah, c'est longtemps. vrai? Ouais, une fois, il y a très longtemps, c'est éloigné, mais ouais, je pense que ça a dû changer, hein, parce que j'y suis Ah, allé moi, il y a peut-être 15, 20 ans. ah oui. D'accord. Et c'était pas encore bien développé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des choses qui ont été faites d'un point de Oui. vue tourisme. Oui, oui, c'est beaucoup changé. Oui, C'est oui. beaucoup changé. Je pense que c'est beaucoup Il y a plus 20 sympa ans. qu'avant. Hmm. Donc Nano nous dit combien de temps pour pouvoir au moins se présenter un produit. C'est difficile de répondre à cette question-là parce que vous pouvez très bien apprendre trois quatre phrases, les prononcer parfaitement, les présenter parfaitement, mais est-ce que vous allez être en mesure de comprendre les réponses? Ça, c'est encore plus difficile parce que vous pouvez très bien vous présenter, hein. Je pense que ça peut s'apprendre rapidement, mais Hmm. cette capacité de compréhension, par contre, elle va s'apprendre. Enfin, ça prend du temps. Oui. Je pense qu'en fait, c'est une question de investissement du temps et d'énergie. Ça dépend en fait combien de temps vous pouvez mettre dans votre apprentissage de langue. Et si vous mettez, je sais pas, tous les jours 2 heures, peut-être au bout de 6 mois, vous pouvez parler, voilà, enfin faire des conversations basiques. Voilà, je pense que c'est tout à fait possible. Mais tout dépend en fait comment vous allez travailler de votre côté, cette langue. Hein. Donc ça dépend beaucoup de choses. Mais sinon, voilà, pour simple présentation, oui, on peut le préparer en quelques jours, je pense. Je pense, ouais, c'est assez rapide. Voilà. Alors, Gypsy Line nous dit les restaurants chinois en France n'ont rien à voir avec ceux. Ah oui, alors attendez, hop, excusez-moi. Alors, attendez, je dois faire. Excusez-moi. Hop. Alors, le live. Alors, TikTok m'indique que le live va se terminer dans 4 minutes. Donc, on n'aura pas le temps d'aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est la dernière étape pour vous remercier déjà hein, Oui. de cette première participation. On est très ravis et très contents de vous voir aussi nombreux. Merci à vous tous. Hein. D'ailleurs, rejoignez Easy Chinois. Effectivement, Yang est formidable. Comme Merci, professeur, Mehdi. si vous voulez apprendre le chinois, c'est vraiment la bonne option. Euh... Ah oui, j'ai beaucoup d'écho. Mais excusez-moi, je pense que la prochaine fois, j'essaierai de mettre un casque Ah. pour éviter d'avoir de l'écho. Excusez-moi. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. Je vous invite à aller voir nos différents profils hein, sur TikTok et puis aussi sur les autres plateformes. Hein. Allez voir nos vidéos. On peut rentrer en contact, envoyez-nous des messages privés si vous avez des questions. Moi, je peux vous aider sur l'aspect business. Yang va vous aider sur l'aspect apprentissage du chinois, entre autres, et puis sur la culture. Enfin, il y a peut-être des Oui. questions que vous souhaiteriez aborder. Allez voir nos biographies respectives et on essaiera, si ça vous plaît, de recommencer un autre live une prochaine fois si cela vous a plu. Et, Voilà. et on aimerait bien savoir voilà, les différents thèmes hein, qui peuvent vous intéresser. Je pense que l'apprentissage du chinois, ça peut intéresser. On peut le faire en quelques fois Mhm. Tout à fait. pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage. En tout cas, merci beaucoup Yang hein, pour votre Merci. participation et puis votre engagement. Merci à vous. Et très belle occasion de se présenter et de rencontrer aussi nos, nos personnes qui nous suivent pour certains. Oui, tout à fait. Très bien, bah, au plaisir. Et puis, on aura d'autres occasions de faire d'autres lives. Hein. Donc, pour tout le monde, si vous avez des sujets, vous voulez qu'on aborde pour les prochains lives, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Et puis, ou d'aller voir sur notre profil pour voir un petit peu, voilà, ce qu'on vous propose. Et puis, on aura le plaisir de vous partager plus de choses sur la culture, sur plein d'autres choses. Hein. Donc chacun a son domaine d'expertise, donc je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Et bien sur ce, merci pour votre présence et comme disent les Chinois, Merci 再见。beaucoup. 再见, Jean-Charles. 再见.